Beaucoup Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, bienvenue, c'est lundi. Vous le saviez peut-être pas depuis ce matin, mais je vous le rappelle. Bonjour. Bonjour Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Ça va Philippe David? Ah, ça va très bien. C'est vrai. Le studio est en diagonale. Il y a 2 chauves d'un côté et 2 quasi-chauves dans l'autre diagonale. Mais c'est intéressant. C'est passionnant. Nous on assume tout, on rase. Ouais. C'est... Vous avez de l'humour là, Vous êtes... Mais c'était pas de l'humour, c'était un constat. Vous êtes fulgurant d'emblée. Ah bah c'est incroyable, c'est fou. C'est ma chère ça Cécile. apporte, non mais ça apporte débat, c'est important. Et puis après, ça va être dur d'être au niveau. Ah bah là derrière, je sais plus quoi dire tellement je. Ce qu'on dit souvent des choses, ce sont des gens très intelligents. Qui Bon, visiblement, je me mets dans cette C'est une catégorie. réalité. Vous parlez de qui? Des chauves. Ouais. Ok, on va pas y passer la soirée non plus. Hein, ça va être long, ça va être très très long. Pas les cheveux, hein, bien entendu. Tout de suite. Oh, dites donc. Autour de cette table, bien entendu, Philippe Bilger, vous l'avez entendu. Ça va, mon Philippe? Très bien. Ouais, très bien. Heureux d'être revenu. Et bah ouais. Mais voilà, vous étiez pas parti non plus. Hein. Pourquoi tu étais en vacances? Non, c'était le week-end, J'ai passé monsieur. 2 jours sans Cécile et Philippe. et notre ami de deux. Ah, c'est pas facile, il faut qu'il s'occupe. Oui. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le foot. Un peu moins. Un peu moins, d'accord, très bien. J'ai vu le Cid au cinéma Le Pâté. D'accord. Magnifique. Benjamin Laverne, éblouissant. Voilà, un petit Le conseil. site brut ou le site doux? De Corneille, je vous l'apprends, mon cher Philippe. C'est un vrai cinéphile. Philippe Bilger, t'es toujours à voir des films, toi. Mais il a le temps, Oui, maintenant. le Cid, c'est une merveille. C'est le seul qui fait vivre Retransmis. le cinéma français. Le Non, cinéma, mais c'est vrai, il a Ouais, voix c'est ça. parce qu'il est relais sur les Mais tu sites. sais, ceux qui travaillent ont toujours le temps de faire autre chose. Ceux qui ne font rien disent je n'ai pas eu le temps de le faire. Ouais, c'est Tu vois, ça. Bruno, la retraite, c'est bien, t'as toujours le temps de faire quelque chose. Non, justement, c'est pas ça. Ah bah, Les c'est- policiers disent souvent j'ai pas eu le temps de le faire. Ah ouais. Voilà. Faites gaffe, il y en a 2. Ou 3 même avec justement. Cécile. Ah ouais, oui, bah, ouais. écoutez, Ah non, mais Cécile, elle fait beaucoup de choses. absolument. Mais On pourrait dire trop. Bon oui, mais Très bon, écoutez, c'est amicalement. bien. Tant qu'il y a de la vie, Elle est j'ai envie de dire, multitâche. soyons proactifs. Avec Jean-Christophe Couvi qui est avec nous, secrétaire national de Unité Police. Bonsoir. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, comment ça va? Bah, très bien. Bah, écoutez, ça va beau bien. temps est là. Oh bah écoutez, tout va bien. Non, mais c'est top, quoi. Oh, bah, écoutez, c'est formidable. Et Les puis, copains sont autour de la table, ah, je vous retrouve. La vie est belle, hein. Heureux comme Allez. un poinçon. Une bière. Et Bruno Pomar est avec nous, ancien membre du RAID. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je suis très content d'être avec vous, et avec mon ami Couvir et mon ami Philippe Bilger, évidemment. Appelle-moi JC, hein. Mhm. Oui, JC, oui, en même temps. mon ami, Bon, ouais. allez, on va y aller parce que c'est Oh, chiant. c'est- On va démarrer quand même, ça fait 2 heures qu'on digresse pour rien. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour, les députés de la commission d'enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public tranche ce lundi. Le rapport rédigé par le député Charles Alonc sera-t-il rendu public? Et on vous pose cette question. Rapport de Charles Alonc, pensez-vous qu'il faut réformer l'audiovisuel public? Vous dites oui à 96%. Vous pensez qu'il ne faut plus de jeux ou qu'il faut autre chose ou qu'il faut privatiser certaines chaînes ou tout? On attend vos avis au 0826 300 300. Et puis la question du soir, 5 tentatives d'assassinat contre Donald Trump, dont 2 en service. Au lendemain des tirs suite au gala de la presse à Washington, le président américain confiait « Personne ne m'avait dit que c'était un métier aussi dangereux. Aux États-Unis, on compte plus d'armes à feu que d'habitants. » Et on vous pose cette question. Les attentats contre les présidents américains sont-ils dus à la culture des armes à feu? Eh bien, vous dites non à 67%. Alors pour vous, c'est dû à quoi? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et puis à 17h50, le bon Flavio avec une arnaque. Je pense que celle-là, elle devrait vous faire rire. Écoutez. Comment ça se fait que vous avez un caddie Ikea à vendre? Un jour, j'ai acheté des meubles. Ils m'ont dit, vous pouvez prendre le caddie, ramener des cartons dans ta main, c'est tout simple. Ah, d'accord, donc c'est un cadeau en fait. Ok, vous avez l'impression que le caddie vous est offert. Oh, je pense qu'il y a un problème d'interprétation. Olivier est avec nous au 0826 300 300. Cher Olivier, bonjour, comment ça va? Bonjour à tous, ça va bien, merci. Le rapport de Charles Alonc, est-ce que vous pensez qu'il faut réformer l'audiovisuel public? Oui ou non? On part dans la pub et dans un instant la suite. Et vous me dites quoi? Ah bah, je dis oui, absolument. Absolument. Et ben vous bougez pas, Olivier, comme Olivier vous voulez. Bien entendu, vous prononcez sur ce sujet. 0826 300 300. C'est Zach qui est avec nous. Et on revient dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h.
17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Ibus. On vous souhaite la bienvenue autour de cette table avec Philippe David. Nous accueillons généreusement et avec beaucoup d'attention et de plaisir Philippe Généreusement, Bilger. mais absolument. Absolument, mon cher Philippe. Philippe Bilger, Bruno Pomar et Jean-Christophe Couvi. Et on revenait bien entendu sur ce rapport rédigé par le député Charles Aloncle. Et sera-t-il rendu public avec cette question du soir? Pensez-vous qu'il faut réformer l'audiovisuel public? Et bien sûr, notre chaîne YouTube vous dit oui à 96% avec énormément de commentaires. Tiens, je vous en prends deux dans un sens différent. Allez-y. Firebridgeau qui dit il faut une privatisation salvatrice, et on a Terra Preta qui dit pour préserver la qualité mais introduire la neutralité nécessaire. Allez, on en parle dans quelques instants. Soyez les bienvenus. C'est le des grands débats du jour. Je pense qu'on n'a jamais vu autant d'incivilité finalement dans une commission d'enquête. Ah, attendez, vous parlez pas français, c'est mon problème. Je me suis défendu face à vos attaques. Ah là là, tout le monde m'attaque et m'agresse, alors qu'en fait, vous agressez en permanence tout le monde. Il était toujours sur le mode attaque et donc sur le mode j'ai un scandale à révéler. Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu... Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. On n'a entendu que les attaques et on n'entendait jamais les réponses. Et ça, il a le droit, mais évidemment, c'est ça qui est gênant et qui décrédibilise le travail parlementaire. Parmi les séquences que Charles Aloncle relayait sur X, certaines étaient arrangées, voire inexactes. C'est faux. C'est complètement faux. C'est faux. C'est faux, je suis désolé. Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Les vraies voix Sud Radio. Et quelques morceaux choisis effectivement pendant des semaines et des semaines et des semaines de cette commission d'enquête parlementaire avec Olivier qui était avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Olivier, bienvenue. Merci, bonsoir. Vous nous appelez de Melun. Quel est votre avis? Pensez-vous qu'il faudrait en tout cas réformer l'audiovisuel public? D'abord, est-ce que vous pensez qu'il faut, selon vous, publier cette commission d'enquête? Est-ce que, plus loin, réformer l'audiovisuel public? Ah bah oui et oui, franchement dans les deux cas. Merci Olivier, bonne journée. Au revoir et à bientôt. On vous écoute, pardon. Oui, donc, évidemment, oui. Je me pose quelques questions, peut-être aurez-vous les réponses. S'il est publié, est-ce que les recos seront appliqués sans qu'il y ait de débat au Parlement, ou est-ce que les recommandations arrivent au Parlement et qu'on en discute, tous les députés de la nation en discutent et en sortent quelque chose? Et à l'inverse, si elle n'est pas publiée, est-ce que seules les recommandations faites dans le rapport seront détruites? Ou est-ce qu'on devra faire le blackout aussi sur les chiffres? Parce que le truc, moi, qui me fait dire que là, en ce moment, j'aurais même envie qu'on arrête carrément, qu'on les ferme, c'est les chiffres. On pourrait jamais les oublier, ils pourront jamais être effacés, même si les députés disent qu'on peut pas les sortir. 146 000 euros de frais de bouche par jour, rien que celui-là, déjà, c'est délirant. Nagui qui passe à la télé, qui fait des super émissions, si on ferme, il aura toujours un boulot dans le privé. Parce qu'il est tellement bon qu'il va retrouver du boulot. Maintenant, les journaux du soir qu'on regarde à la télévision sur les chaînes publiques sont d'un niveau tellement médiocre qu'il faut regarder ailleurs pour avoir quelque chose. Le président de la République, moi je suis assez vieux pour en avoir vu plusieurs, il est jamais passé sur la France 2, il était toujours sur TF1. À quoi ça sert? Alors quelques chaînes régionales pour faire remonter au niveau national des trucs intéressants, je suis entièrement d'accord. Mais 4 milliards dépensés comme ça, c'est la gabegie. Je veux plus payer. Je vais vous dire carrément, je vais monter peut-être un club s'ils enterrent le rapport. Je vais essayer de monter un truc qui dit, vous n'aurez plus, vous aurez ma redevance, je suis obligé. Ah, il n'y a plus de redevance, elle a été supprimée. Ah oui, donc c'est dans les recettes de l'État. Ma liberté de penser. Non, ça reste dans ses impôts, c'est pas une redevance. Vous m'aurez plus comme spectateur et du coup vos chiffres de pub vont baisser. On va monter un truc en disant on regarde plus la télévision nationale d'État. D'accord. Olivier, bougez pas. Philippe Bilger, deux questions. Est-ce que, selon vous, en la personnalité du député Aloncle, elle a été menée comme il le faut? Est-ce que, suite à ça, il faut le publier? Et la troisième question, est-ce qu'il faut quand même réformer pour qu'au moins ça serve à quelque chose ou pas? Alors, je vais répondre rapidement à vos trois excellentes questions, ma chère Cécile.
Oui à la deuxième. Et la troisième, il faut réformer, mais on n'est pas obligé de prendre l'ensemble du paquet proposé par Charles Laloncle. Et sur le premier point, si en réalité on ne publie pas ce rapport, s'il passe radicalement aux oubliettes, ce sera une honte politique et démocratique. Parce qu'il a pu commettre des erreurs, Charles Laloncle, mais je n'ai jamais vu un rapporteur être aussi odieusement attaqué tout au long de sa mission, et paradoxalement dans le dos par le président encore hier. Donc je crois que c'est fondamental. Si il n'est pas publié, je pense qu'il y aura plus qu'une controverse. Alors, juste dire, là, je vois une annonce de l'audiovisuel. Les députés se sont accordés pour laisser en ligne sur le site de l'Assemblée nationale les vidéos des auditions de la commission, quel que soit le scrutin final. D'accord, donc c'est les 200 heures qui resteront. Ce que je voudrais rajouter, c'est tout simplement de dire, tu l'as dit tout à l'heure Philippe, 96% des Français veulent que ce soit des votants Sud Radio, c'est pas des Français. On s'en fout. C'est toujours une marge qui est intéressante. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui veulent que ce soit rendu public. Il faut savoir que les députés sont élus par qui ? Par les Français, qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Voilà, donc il faut espérer effectivement que ce rapport soit rendu public tout simplement. Aujourd'hui, il y a une défiance envers le monde politique. On voit bien d'ailleurs dans les votes, quand il y a des scrutins, on voit bien que les Français sont plus du tout passionnés par la politique. Et là, si effectivement on fait un rapport qui est à charge et à décharge, attention, un rapport, c'est comme un audit, on a besoin de savoir. Justement, d'un côté, on nous dit Charles Laloncle a balancé des fakes, de l'autre côté, on ne sait pas qui dit quoi. Là, au moins, le Français pourra le lire et se rendre compte de lui-même. De l'argent qui est dépensé, comment c'est dépensé, c'est le but d'une démocratie, c'est la transparence. Et moi, je suis très attaché aux valeurs du service public. Et le service public, qui est une réforme, oui, en revanche, s'il y a besoin, et je suis désolé, mais encore une fois, tous les Français ont besoin d'avoir accès à la culture, ont besoin d'avoir accès, j'allais dire, à l'information, mais dans la neutralité du service public. Or, des fois, on sort des clous. Voilà. Et on peut pas être soumis non plus au joug que du privé, du tout privatisé. C'est pas possible, parce qu'on voit très bien aujourd'hui qu'on a des influenceurs, entre guillemets, milliardaires, qui sont là pour préparer la société, monter les uns contre les autres. Christophe est bien syndicaliste. Non, mais c'est une pépite qu'on a quand même dans notre démocratie. Pour répondre à Olivier, le dossier, s'il n'était pas divulgué, ne serait pas brûlé. Il serait divulgué dans 30 ans. C'est-à-dire que il pourrait être divulgué dans 30 ans. Donc nombre des intervenants, excusez-moi, ne serait plus de ce monde quand on voit leur âge. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, après, les 200 heures sont visibles sur... voilà, donc ça veut dire que les gens peuvent les écouter. Ça c'est déjà une bonne chose. Et deuxièmement, on n'est pas, l'Assemblée, le Parlement n'est pas obligé de voter les recommandations du rapporteur. Ça Jean-Marc est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors moi, ça me fait un peu bondir un peu tout ça. Parce qu'on parle de gros sous, on parle de centaines de milliers d'euros pour la bouffe, on parle de centaines de millions ou de milliards, voire en tout. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vraiment ce que ça coûte réellement aux contribuables. Parce que de l'autre côté, on parle des achats en production, mais on parle pas aussi de ce que gagnent les chaînes par rapport à la pub. Et qu'est-ce que ça coûte réellement France Télévisions sur le budget de l'État? Alors, deux choses. Oui. Alors déjà, il n'y a pas de pub sur le service public de France Inter, etc. Radio, il n'y a pas de pub. Par contre, il y a des pubs à des horaires limités. C'est Sarkozy qui a changé la règle. Avant 20h. Absolument, avant 20h, qui a changé la règle, parce qu'avant il y avait des pubs en permanence. Soit dit en passant, il y a quand même un budget de plus de 4 milliards d'euros en tout, donc les recettes pub de France Télé sont très 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 loin de 4 milliards. Moi j'aimerais bien, ça ferait de l'argent pour les caisses de l'État. Mais vous savez, ils ont commencé... Pardon. Alors ça c'est une première chose, donc ça veut dire qu'il y en a une partie ici à 4 milliards, je ne sais pas ce que représente la pub, pour l'instant personne ne le dit. Si c'est 1 milliard, ça veut dire que c'est quand même 3 milliards dans le sac, c'est toujours 1 milliard de gagner. Si c'est 2, c'est toujours 2 milliards c'est 2 milliards de gagner. Donc il faudrait équilibrer un peu tout ça. Enfin, le groupe est en perte, donc il n'est pas à l'équilibre. Non mais ça je l'entends. Après, ce qui serait intéressant, ça serait effectivement de privatiser. C'est une mauvaise idée
parce que si c'est pour avoir après des systèmes d'abonnement et de se retrouver comme Canal ou comme d'autres trucs, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est important d'avoir des maximums de chaînes avec un maximum de programmes dédiés à toute la famille, et c'est ce que font ces programmes-là, et ça c'est plutôt favorable. Après, moi, ce que je déplore, c'est la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire le fait de faire pendant cette étude et pendant tout ce entre guillemets de procès, pour moi c'est du cirque. J'appelle pas ça de la politique. Et moi, ce que je trouve déplorable, c'est le comportement des politiques en règle générale, que ça soit dans cette affaire-là, ou que ça soit dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Ça donne absolument pas envie d'avoir confiance en nos hommes politiques. Et puis on se dit, mais c'est quoi ce bordel? Pour moi, je trouve ça un vrai bordel. Et ça fait pas, ça donne pas envie, et ça fait pas plaisir de voir ça. Et j'ai mal à ma France. Voilà. Jean-Marc, j'ai une question à vous poser. Est-ce que, moi c'est une question que je me suis posée, est-ce que sans hystériser le débat, on aurait obtenu autant de choses? Est-ce que dans un débat extrêmement apaisé, tranquille, on aurait obtenu autant d'informations, je te donne une information, tu réponds, tu rétorques? C'est juste ma question. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que oui. Je pense que avant tout, c'est du respect. Et ça s'est perdu. Mais vous avez raison, Cécile, bien sûr que non. Je ne suis pas en accord avec notre ami, parce que déjà, il faut voir avec quelle difficulté Charles Lalonde a pu poser ces questions, je dirais, profondes sur le comportement au quotidien. On n'aurait pas pu avoir un débat aussi profond sur l'audiovisuel public. Lalonde a travaillé parfaitement son dossier. On voyait bien qu'il était précis et qu'il a gêné beaucoup de gens. Oui, il a gêné beaucoup de gens dans les questions. On l'a vu même avec Niel et Pigasse qui ont perdu leur bas. Pourtant, c'est des gens qui sont habitués avec arrogance. En plus, c'est scandaleux parce que c'est quand même un représentant de la nation. Oui, mais on peut déplorer quand même qu'on soit obligé d'aller jusque-là pour avoir des réponses, Philippe David. Alors, pour répondre à Jean-Marc, en 2024, les recettes publicitaires de France Télé ont été de 451 millions d'euros, mais elles ont eu un bonus de 17 millions d'euros en raison des pubs pour les Jeux Olympiques. Et c'est sûr que les pubs pendant les JO, elles étaient, à mon avis, extrêmement chères. Heureusement qu'il y a... c'est clair. Donc l'occasion de rappeler quand même qu'ils ont fait un travail exceptionnel sur les JO. Ils ont commencé d'ailleurs ils ont commencé à faire des réductions puisque Madame Ernotte va. Et c'est quand même intéressant de regarder ça. Au Festival de Cannes, elle sera la seule dans une suite à 1500 ou 2000 euros. Bon, pourquoi pas, mais le reste du staff ira dans d'autres hôtels. Donc ça veut dire quand même, c'est même méprisant, je dirais, de voir ça. Ils prennent conscience qu'à un moment donné, il faut peut-être faire des choses. Donc ils commencent à faire des économies, c'est pas mal. Mais ça va pas très loin. Jean-Marc, vous êtes là? Là. Mais après, je pense qu'effectivement, l'un n'empêche pas l'autre. C'est le contrôle est important aussi. Oui. Et derrière, c'est dans ces cas-là peut-être de fixer un cap avec des dépenses maxi et pour éviter des débordements. Et comme ça sera et de caper un peu ce genre de choses. Quoi. Les budgets de prod, les budgets pour les sorties, ainsi de suite. Ça se fait dans des entreprises. Pourquoi ça pourrait pas se faire dans celle-ci? Olivier, vous vouliez répondre, pardon. Olivier. Oui, tout à fait. Deux choses, merci. La première, c'est que un des buts de la commission, c'était de savoir si le RTF était neutre politiquement ou pas. Et le deuxième, c'était s'il dépensait trop d'argent ou pas. Évidemment, quand vous demandez ça à quelqu'un qui est le principal intéressé, il se sent agressé direct et il n'a pas envie de répondre. C'est pour ça qu'ils ont été aussi vindicatifs, j'imagine, parce que chaque question était une question qui les écorchait, puisqu'on remettait en cause leur probité, qu'elle soit morale ou financière. Deuxièmement, tout à l'heure, je suis désolé, monsieur, j'ai pas reconnu votre nom, mais un de vos intervenants a dit... Jean-Marc. Je sais pas si c'est Jean-Marc, mais il a dit, pas la personne enfin quelqu'un du plateau. Maintenant, il y a des groupes qui sont très orientés politiquement, qui prennent le contrôle. Il faut vraiment garder une télévision d'État, une télévision neutre. Monsieur, la télévision n'est pas neutre. Quand c'est Bolloré, je sais au moins que c'est Bolloré. Quand c'est France Inter, c'est censé être neutre. Mais quand on fait le décompte et qu'on décrypte, c'est pas neutre du tout. Mais c'est pas marqué. Alors que Bolloré, c'est marqué. C'est une partialité très subtile. En même temps, je rajouterais que c'est notre pognon en même temps. Hein. Oui. Allez, bougez pas. Olivier, pardon, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Myriam est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Myriam, comment ça va? Je suis en train de regarder mon écran en plissant les yeux, mais j'avais pas mes lunettes. C'est pour ça. De l'Adestrous. On vous écoute, Myriam, pardon. C'est
ça. Alors, je voulais juste dire qu'en fait, au départ, cette commission, elle a été déclenchée par 2 faits qui ont été révélés au grand public. Premier fait, c'est les dépenses complètement délirantes et excessives, sans forcément de justificatif. Deuxième point, c'est l'impartialité des intervenants et des commentaires de ces chaînes publiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient beaucoup plus orientés sur la gauche, à réceptionner des gens de gauche, à interviewer des gens de gauche. Ah oui, donc c'est pas l'impartialité. L'impartialité, pardon. c'est pas évident. Oui, c'est justement, ils étaient partisans. C'est ça qu'on leur reprochait, Myriam. C'est ça. Et en fait, moi, je me dis, il y a 2 choses très simples à faire. Première chose, comme au moment des élections municipales, on décompte chaque groupe qui intervient et on dit c'est bien, vous avez trop intervenu avec des gens de gauche, maintenant il faut que vous accueilliez des gens de droite sur vos plateaux. C'est ce qu'on fait nous à Sud Radio. Oui, si vous permettez, le problème c'est que nombre de chroniqueurs sont mentionnés par l'Arcom, et je vais vous prendre un exemple. Philippe de Villiers est répertorié à droite sur CNews, mais Daniel Cohn-Bendit n'est pas répertorié à gauche sur une autre chaîne. Donc, excusez-moi, si Daniel Cohn-Bendit n'est pas de gauche, alors là... Il l'est beaucoup moins qu'à une certaine époque. Oui, mais on peut pas dire qu'il soit à droite quand même, cher ami. Vous avez raison, comme d'habitude. En tout cas, cette commission, en tout cas pour l'instant, on verra si les votes le rendent public. Si toutefois ça tombait pendant cette émission, bien entendu, on pourra rouvrir ce débat dans quelques minutes. Merci beaucoup Myriam, merci Olivier, merci beaucoup Jean-Marc. Vous restez avec nous, le 0826 300 300, et dans quelques instants, les seuls contre tous, avec nos invités. Jean-Christophe Couvi, vous dites que le permis... C'est moi, c'est... Ah, d'accord. Oui. Alors, vous dites que le permis de conduire à 17 ans, c'est une erreur. Absolument. Et Philippe Bilger, vous dites que finalement, je ne sais plus. Sur les bad boys. Je déteste la fascination que des bad boys, notamment pour Brigitte Macron. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Soyez les bienvenus, les vraies voix, tous les jours de 19h à... Non, pas du tout, de 17h à 19h, puisque je vous dis la fin avant le début. C'est pas très intéressant, 0826. C'est tout. C'est ça, on décale. Voilà, on commence à 19h et on finit à 17h, mais le lendemain, à ce moment-là. Ça va être long. Ce soir. Chiche. Ça va être long, 22h. Avec Philippe Bilger, avec Jean-Christophe Couvi, avec Philippe David et Bruno Pomar, et tout de suite le seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. On va commencer par vous, Philippe Bilger, sur cette tribune, sur cet article sur Brigitte Macron, qui dit qu'elle aime finalement les bad boys. Absolument. Hier, j'ai donc lu un portrait de Brigitte Macron par Pauline Delassus dans la tribune dimanche. Il est excellent parce que le portrait répond à certaines critiques qui pouvaient être faites à Brigitte Macron, faites par des gens de bonne foi, entendons-nous, pas les complotistes, notamment américains. Et donc, à un moment donné, on explique qu'elle a une fascination pour les bad boys. Et on parle notamment Mimi Marchand, bad boys d'ailleurs, qui serait girl, mais on parle aussi de Benalla. Il est clair que quand on voit son entourage, elle n'a pas une lucidité parfaite sur le choix de ses amis et des ministres qu'elle a proposés à Emmanuel Macron. Donc, je voulais en tirer comme conclusion que je ne comprends pas la fascination des bad boys pour une épouse de président, alors que profondément, c'est une des plaies médiatiques d'aujourd'hui. La mythification des délinquants, des criminels, des gens qui sont à la limite. Ceux que j'ai cités, par exemple, Benalla, ça n'est tout de même pas quelqu'un que je porterais au nu, j'idolâtrerais, donc je n'ai absolument pas la moindre fascination comme elle pour les personnalités un peu sulfureuses qu'on sort de l'ordinaire, sur lesquelles on projette une lumière sombre. Pas du tout. Eh bien, 1000 fois plus, je préfère les intègres, les honnêtes, les honorables.
Il est dur, Philippe. Moi je voulais lui dire à Philippe, je comprends en partie, mais en même temps, si on fait un peu l'histoire de la Macronie et de Macron qui est arrivé au pouvoir, 2017, Macron s'est entouré, et ces gens-là, je dis ces gens-là, il en faut partie, aiment bien avoir autour d'eux des gens qui sont pas du tout de leur monde. Et c'est ce qui s'est passé en 2017. Macron, quand il a fait sa campagne, il s'est entouré de toute une équipe avec Benalla en tête et tout un tas d'individus entre guillemets, qui ont accompagné Macron dans la campagne, en matière de sécurité, en matière dans les quartiers, etc. Et il s'est retrouvé avec toute cette équipe de jeunes, oui, il faut le dire. Et Brigitte Macron, étant évidemment dans le sérail, les a un peu adoptés quelque part, et elle en a fait, et elle en a gardé des amis. Moi, je serais moins dur que vous, Philippe, parce que il y a peut-être aussi ce lien. Peut-être affectif des années de campagne de fait qui ont permis à Macron d'être élu. Alors pas que par Benalla, par la spécialiste de la com, Mimi Marchand. Voilà. Mais je pense que ça fait partie de ça. Donc, et il reste entouré de ces gens-là, plus ou moins, parce qu'il reste toujours en contact. Voilà. Donc je serais un petit peu moins catégorique que vous sur le sujet. Alors, moi je suis pas d'accord avec Philippe Bilger sur l'appellation bad boy, bad girl, parce que pour moi, Mimi Marchand et Alexandre Benalla, c'est pas bad girl, bad boy. Pour moi, c'est de la délinquance en col blanc. C'est-à-dire des gens qui ont des soutiens très puissants et qui savent que tout leur est permis, ou presque. Bad boy, c'est beaucoup plus, j'allais dire, sale que ça. Pour moi, les bad boys dans la politique, l'archétype des bad boys, par exemple, c'est le SAC il y a quelques années. Le SAC qui liquidait des gens avec qui ils n'étaient pas d'accord, etc. Service d'action civique qui a été dissous de mémoire en 82, quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, et qui ont eu quand même pas mal de sang sur les mains, notamment en France et en Afrique. Ok, ça pour moi c'est des bad boys. Mais Mimi Marchand et Benalla, c'est absolument pas des bad boys. Mais absolument pas. C'est le contraire. Oui, c'est absolument le contraire. Malheureusement, Cécile n'est pas venue. Vous continuez à être à côté de la place. Mais c'est la cour. Non, ça reste la cour. J'entends ce que dit Philippe David. Mais les bad boys, c'est absolument ceux que vous citez. Ce sont des criminels. Oui, ça n'a rien à voir avec des bad boys. Les bad boys, ce sont les gens qui détruisent dans les concerts de rock. Ce sont ces gens à la limite. Vous voyez, ce ne sont pas les exemples que vous prenez bizarrement pour moi, une c'est fois. Ce que j'appelle un bad boy, ce que je veux dire, un mec du SAC avec un flingue m'aurait fait peur, Mimi Marchand m'aurait pas fait peur, et Alexandre Benalla peut-être un peu, mais pas plus que ça. Un mec du SAC, ça n'a rien à voir avec un bad boy. C'est border en fait. C'est pas les Rolling Stones qui détruisent à une certaine époque les sièges à l'Olympia. Vous y connaissez en psychologie féminine? Non, je me pose la question parce que souvent les femmes sont attirées par les bad boys. Vous regardez le cinéma, la chanson, mais bien sûr que si. Et aujourd'hui les femmes c'est badass, c'est les femmes badass, c'est les femmes fortes. Non, mais quand je dis les femmes, c'est avec un grand F. Mais beaucoup d'ailleurs, même à l'école, quand nous on était trop gentils, on voyait toujours non mais c'est vrai, tous les mecs qui redoublaient, qui roulaient en mobilette, les petits voyous de bac à sable qui arrivaient, les omnibus, le sait très bien. Et on voyait les filles qui avaient les yeux grands ouverts parce que ça représentait le côté masculin. Mais moi je veux bien que vous soyez avec moi corvéable là, merci. Mais non, mais c'est le côté boy scout, on a toujours l'impression qu'on va changer les gens. Et donc souvent, et d'ailleurs on les ramasse à la petite cuillère. Souvent, moi j'ai plein d'amis comme ça, des copines qui sont là avec des pervers narcissiques, etc. C'est sûr, ils sortent de l'ordinaire les mecs. Et à un moment donné, après on les ramasse à la petite cuillère parce qu'en fait ils dénaturent complètement, ils vous isolent, enfin voilà. Et donc du coup, les bad boys à un moment donné, quand on les met toujours sur un piédestal, et quand la sculpture commence un peu à se grimer, on se rend compte qu'en fait ils ont des gros problèmes psychologiques, et on revient vers des gens plutôt sympas, plutôt intelligents, plutôt agréables. En réalité, Cécile, si on avait eu le temps, c'est une séquence passionnante chaque jour. Il aurait fallu partir de la définition du bad boy. Chacun a la sienne. Oui, c'est ça. Mais toutes les époques. Moi, j'ai connu ça quand j'étais détaché par la police nationale à Corbeil-Essonnes pour aller auprès de Serge Dassault, ce grand industriel français. Mais il y a eu le cas, c'est-à-dire qu'il y avait les voyous du quartier qui venaient le voir, et ce grand personnage qui est Serge Dassault, effectivement, il était impressionné par ces jeunes du quartier, parce que c'est pas du tout son monde. Tous ces gens-là ne sont pas du monde de Brigitte Macron. Donc, je pense qu'il y a une attirance.
un petit peu border, c'est-à-dire qu'ils sont sur la ligne. C'est comme vous, Cécile, avec nous, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, moi, c'est une bonne action que je fais. On vous fait en venir autour de cette table. Bad boys, c'est ça. Boys. Philippe, David, vous nous dites que le permis de conduire à 17 ans, c'est une grave erreur. Absolument, j'ai été bouleversé par ce qui s'est passé ce week-end dans des jeunes d'une commune qui s'appelle Aulnay-Lettres. C'est dans l'est de la France, à côté de Châlons en Champagne, dans la Marne. 4 jeunes sont morts dans une voiture. La voiture s'est enrobée autour d'un arbre, il n'y a pas d'autre mot, enroulée. Il a fallu voir d'autres photos pour deviner quelle voiture c'était, tant la violence du choc était dure. Les victimes, c'est 4 garçons, dont 2 frères âgés de 16 à 18 ans. Le conducteur avait 17 ans et il avait eu le permis il y a une semaine. Et je me dis que peut-être que, enfin à mon avis, ça a été une erreur de mettre le permis à 17 ans. Moi, je connais des États américains où j'étais à l'époque, où on avait le permis à 14 ans, mais où on roulait à 40 miles, c'est-à-dire 50, 60 à l'heure. Personne ne roulait, mais ne roulait comme un fou. Mais là, quand on voit l'état, je peux dire à la voiture ce que c'était. C'est un Citroën Picasso. Il est méconnaissable, absolument méconnaissable quand on voit l'état du véhicule. Pulvérisé. C'est-à-dire que pour avoir tapé l'arbre et qu'il soit en cet état, à mon avis, il était au moins à 130 ou 140 à l'heure. Et je pense que ça a été une erreur de mettre le permis à 17 ans, ou alors il faudrait qu'il y ait une période où ce serait obligatoire d'avoir un des parents et pas un copain, même s'il a le permis et qu'il a 18 ou 25 ans avec soi, parce que malheureusement, quand on voit ce drame, ce village de 200 et quelques habitants qui a perdu 4 gamins, moi ça me rappelle un souvenir terrible quand j'étais enfant dans le village qui touchait le mien, en les Hautes-Pyrénées, où 6 ou 7 jeunes, dans une voiture familiale, en revenant du bal, étaient décédés et le village était détruit. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Et je pense que ça a été une grosse erreur de mettre le permis à 17 ans, voilà. C'est un problème de maturité. David, comment vous perdez un peu avec le coup de l'âge, là. C'est pas une raison essentielle. Là, vous allez un petit peu loin dans votre raisonnement. Encore une fois, 17 ans ou 18 ans. Que ça aurait changé. Mais c'est toujours une limite. C'est le comportement, c'est l'éducation, c'est tout un tas de choses comme ça. Donc, je trouve que c'est facile de dire à 17 ans on ne doit pas mettre le permis parce que on risque d'avoir ce genre de choses. Je suis un peu sceptique sur votre. C'est pas que l'éducation. Si vous me le permettez, Cécile, je voudrais. Je suis assez dans votre ligne, mon cher Philippe, pour une fois. C'est le fait que je ne comprends pas pourquoi systématiquement on avance dans beaucoup d'activités humaines l'âge de la minorité, notamment pour le permis de conduire, la majorité, alors qu'on sait que la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de l'époque. Il y a tout de même une incohérence. Oui, mais justement, vous avez raison de dire ça, mais un gosse de 15 ans aujourd'hui n'est pas un gosse de 15 ans il y a 30 ans dans nos générations. Oui, mais justement, ils sont vachement plus avancés. Non, mais il ne faut pas mettre tous les gosses dans le même panier. Moi, j'ai une fille qui a maintenant, qui va avoir 19 ans, elle a passé à 17 ans. Je peux vous dire qu'elle conduit. Moi, j'ai eu pareil, le même réflexe. J'ai tombé des gouttes quand j'y m'attends à 17 ans. Les garçons, les filles, c'est pas pareil. Les garçons, les filles, c'est pas pareil. Dans ces cas-là, on fait passer les permis aux garçons à 30 ans. Oui, et puis à 40 ans. Moi, je connais des gens, on en voit. On en arrête, nous, des gens de 30 ans, 40 ans, des refus d'obtempérer. C'est pas des femmes, c'est des mecs. Et donc, c'est les mecs qui sont au volant de leur bagnole et qui, voilà, c'est du comportement, l'éducation, etc. Moi, ce que je vois quand même, parce que c'est facile d'avoir ce débat, par exemple, quand on habite dans des grandes agglomérations, on a des métros, des bus, etc. Voilà, moi, mes filles, elles habitent à 20 bornes du premier patelin. Et donc, en fait, c'est aussi l'autonomie, c'est la liberté. Oui. C'est de pouvoir aller au lycée, c'est de pouvoir aller avec ses copines faire des courses. C'est de pas toujours que les parents servent de taxi. Et en même temps, on fait confiance. Et comme je dis souvent, tu sais, la confiance, ça se gagne. C'est très facile de la perdre, mais pour la regagner derrière, tu vas ramer. Et donc, en fait, quand on éduque ses enfants dans ce sens-là, à un moment donné, on doit avoir cette confiance aussi. Mais pourquoi dit-on, quand un jeune de 17 ans a abattu quelqu'un, on dit que c'est un adolescent, et pourquoi quand c'est le volant, on dit que c'est un adulte? C'est ça la vraie question. On ne dit pas que c'est un adulte, c'est pas parce que vous avez le permis de conduire, vous êtes un adulte. C'est juste qu'en fait, on vous donne le droit de conduire une voiture, et normalement, vous devez même rouler beaucoup moins vite que la limite autorisée. Pourquoi ne pas mettre la voiture, prendre des voitures bridées à 50 parce que c'est la voiture. Parce que moi, je vais pas acheter 50 bagnoles parce que j'ai 50 gosses. Enfin, à un moment donné, on peut pas. Donc, moi, j'ai un Renault Capture que je prête à ma fille, qui fait 140 chevaux. D'ailleurs, je lui ai toujours dit, fais attention, c'est pas du tout la voiture. Mais c'est pas la voiture que tu as utilisée pour le permis de conduire. Elle le sait.
Elle peut même, si elle veut mettre, par exemple, sur le côté écolo, vous savez, où tout est bridé, etc. Si elle a, voilà. Mais en fait, encore une fois, faut aussi donner confiance. Elle boit pas, elle est vraiment, voilà, moi, je fais confiance. Maintenant, on connaît jamais nos propres enfants. On connaît même pas nos femmes ou nos maris. Alors, imagine. Oh, quand même. Non, moi, je connaissais pas mon ex-femme. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais on connaît jamais les personnes avec qui on vit. Et même, je vais te dire un truc, on se connaît pas soi-même. Oula, ça va la psychologie. Non, c'est les Athéniens qui avaient mis connais-toi toi-même et tu passes une vie à te connaître. Tu l'as bien dit, Christophe, et je pense que notre ami Philippe David n'a pas saisi ce petit détail, c'est que, encore une fois, c'est de l'éducation et du comportement. Point. C'est pas le coup d'avoir 17, 18 ou 19 ans. Mais le problème, c'est que Cécile le disait justement, souvent nous les garçons, alors moi j'ai jamais conduit comme un malade parce que j'étais pas, j'ai toujours eu peur des accidents de voiture, peut-être parce que on avait eu un très grave accident de voiture avec mes parents quand j'avais 11 ans, mais les filles ne roulent pas à tombeau ouvert comme peuvent rouler les garçons. Bien sûr. Parce que j'ai une super bagnole, j'ai eu le permis la semaine dernière, viens je vais te montrer ce que c'est que de rouler à 130 ou 140, 150. Et ça c'est quand même une vraie problématique. Et quand on voit une telle tragédie, c'est sûr, une telle tragédie, on est obligé de se poser des questions. Vous savez que, vous savez que moi j'ai été pilote automobile et que je me suis battue pendant des années pour que les gens qui passent leur permis, que ce soit des hommes, des femmes, peu importe, ou des jeunes, d'apprendre les freinages d'urgence, comment on maîtrise une voiture, ce qu'on vous explique pas vraiment quand vous faites, voilà. Comment quand les roues se bloquent, comment on fait pour débloquer, comment quand vous arrivez dans un il faudrait en tout cas pour ces enfants de 17 ans peut-être des leçons en plus en disant attention, on va vous mettre la voiture en travers, on va voir si vous êtes capable de la récupérer. C'est du pognon. Bah ouais, mais c'est aussi la sécurité routière. Mais 4 vies de gamins de 16 à 18 ans, ça n'a pas de valeur financière. Oui, mais c'est encore une fois, je vous dis le comportement. Moi, j'étais jeune, mon père m'a payé des bagnoles, j'en ai foutu 2, j'ai failli me tuer 2 fois. Et voilà, parce que j'étais un abruti complet. Non, mais ça, ce que vous dites, Cécile, c'est hyper important. Moi, j'ai passé, de la police fait ses stages. Moi, j'ai passé 2 fois ce stage sécurité. On appelle ça conduite sécurité. Et moi-même, qui avait l'habitude de conduire, eh bien, effectivement, quand on arrose la piste, que vous glissez, que vous partez le cul chasse, et que vous essayez de récupérer. Mais c'est même pas histoire de bien conduire, c'est de savoir ce que ça fait quand effectivement, d'avoir les bons réflexes au bon moment. Et quand vous êtes sensibilisé à ça, y compris à 50 km/h, quand vous devez éviter un obstacle, ou même quand il y a un gamin qui vous passe devant, alors là on mettait des ballons, et que vous pilez et que vous évitez, je peux vous dire qu'à même à 50 km/h, vous en menez pas large. Et après, ça vous fait réfléchir. Merci en tout cas les amis, vous restez avec nous dans un instant, l'info en plus. On va revenir sur Emmanuel Macron qui fustige je cite, les maboules qui disent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus, bien entendu, ce numéro de téléphone c'est pour vous, 0826 300 300. Et juste après, on fera aussi un lancement de jeu avec l'une de nos vraies voix. On va voir, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et aujourd'hui, autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous. Ça va, Philippe ? Très bien. Très bien, il va toujours très bien. C'est ça qui est bien avec Philippe Bilger. Je suis comme Philippe. Un poisson d'Halloween. Oui, mais il sait pas ce qu'il dit, Philippe David. C'est pour ça que monsieur cherche toujours une réponse. Ça va, monsieur Couvi? Oui. La vieille fan du pizzaio. Ça va, monsieur Pomard? Écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ma veste? Elle est magnifique. Elle est belle. Il y a un côté république, patriotisme. Oui. En boîte de nuit. On peut jouer au Scrabble dessus, on peut jouer aux dames. Vous vous foutez de ma gueule. Je trouve que vous êtes l'élégance incarnée. Il y a un petit côté monsieur loyal. Les EHPAD en ce moment, il y a pas mal de... Il relance les dancing, c'est bien, t'as ta chance. C'est entre police et gendarmerie, le bleu. Oui, c'est exactement. Voilà. Et il y a même mon nom brodé dedans. Ouais, c'est intéressant. Ça, c'est si tu te perds. Si tu te perds dans le centre commercial, au moins on a le petit Bruno Pomard, on a retrouvé. C'est pas mal ça, ton truc. C'est pas sympa de s'attaquer à sa taille. En tout cas, c'est passionnant ce que vous êtes en train de dire. Sachez-le que Bruno Pomard, elle est passionnante. Sans cette information, je sais pas comment on aurait fait aujourd'hui. Allez, tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio.
Et en déplacement dans l'Ariège ce lundi, le président de la République a adressé une pique, sans la nommer, à son ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en disant que les maboules qui disent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie, voilà, qu'il traite de maboules. Alors je me tourne vers vous, forcément, Philippe Bilger. Nous parlons de Bruno Retailleau. Exactement. Est-ce que la formule, déjà, les maboules, pour un président de la République... Je trouve qu'elle n'est pas élégante. On a bien compris qu'Emmanuel Macron n'aime pas Bruno Retailleau, mais ce que je n'aime pas de la part d'un président de la République, c'est de laisser croire qu'en réalité, il n'y aurait que une attitude possible, c'est-à-dire en quelque sorte la soumission à l'égard de l'Algérie. Entre la soumission et la révolte un peu provocatrice qui n'aboutit à rien, il y a peut-être tout simplement la posture d'un pays fier de lui et qui n'accepterait pas n'importe quoi d'un pouvoir algérien qui pour l'instant se moque de nous. Et donc Bruno Retailleau, s'il n'avait pas en tant que ministre manifesté une fermeté, je pense qu'on n'aurait même pas eu Boualem sans salle dehors. Il a préparé le terrain. Philippe. Alors, moi je crois que s'il a utilisé le terme Maboul, peut-être est-ce dû au fait qu'il était dans un hôpital et qu'il a pensé à Docteur Maboul, un jeu auquel les gens de notre génération ont joué. Je ne sais pas. Non, alors, je trouve affligeant qu'un président de la République qui s'est couché depuis 10 ans devant le régime militaire algérien puisse tenir ses propos ciblant directement un adversaire politique, même si lui ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle, qui fut en plus son ministre de l'Intérieur. Parce que qualifier de maboule ceux qui veulent aller au clash avec l'Algérie, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit de ceux qui se soumettent depuis des années ? Qu'est-ce qu'on dit d'eux ? C'est des maboules, c'est des ozos, c'est des tartuffes, c'est des pimpins. On utilise quel terme ? Et comme Emmanuel Macron fait partie de cette catégorie-là, je pense que avant d'attaquer Retailleau dans ce domaine, il ferait bien de faire son autocritique. Je pense que le président, il sait que Dame Brigitte aime les bad boys. Dans un seul coup, il dit je vais devenir un bad boy, je vais lancer un trait, tu vas voir ça, voilà. Donc il a lancé son trait. Après, je pense qu'il faut faire la différence entre se fâcher et se faire respecter. La France, c'est pas un passage piéton, on arrête de nous piétiner, effectivement. Bon, on va dans les centres de rétention administrative. Je peux vous dire que d'ailleurs, le CRA, centre de rétention administratif, ça va s'appeler le centre de rétention des détenus algériens. Parce qu'aujourd'hui, les collègues nous disent, on n'en peut plus. Donc en fait, à un moment donné, c'est quoi ? On se fâche où on se fait respecter. Bon, il y a quand même un entre-deux, et je pense surtout c'est que la France est un grand pays. Il faut arrêter aussi qu'on nous prenne un peu justement pour des maboules. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il veut dire derrière ça, outre l'attaque à Bruno Retailleau. Mais en réalité, il théorise son impuissance. Et il y a une belle phrase de Marcel Proust qui disait les idées sont les succès d'années des chagrins chez certains. Si Emmanuel Macron avait été capable de mettre en œuvre une politique ferme à l'égard de l'Algérie, il n'aurait jamais, comme le dit Philippe, traité Bruno Retailleau de maboule. Oui, parce que visiblement Barrot n'a pas fait quand même grand-chose. Regarde bien. Donc, effectivement, non, mais c'est clair. Non, ce qui est dommage, moi je vais faire un rapport très clair, c'est d'entendre un président de la République employer des termes pareils à l'égard d'autres politiciens. Et je fais le rapport encore une fois. Vous allez voir l'écart que je fais, c'est avec quand on demande à nos jeunes de respecter nos policiers, de ne pas les insulter, etc. Je le mets au même niveau. Quand le président de la République se permet de dire ça d'un ancien ministre, il ne faut pas s'étonner après que vous ayez des jeunes dans la rue qui insultent les policiers, qui insultent tout le monde d'ailleurs, qui n'ait plus aucune limite. Donc je pense que l'exemple, même à ce niveau-là, elle devrait venir du président de la République, d'être modéré, de trouver les mots justes, même s'il n'est pas d'accord avec ce qu'a fait Retailleau. Mais vous voyez bien que c'est un bad boy. C'est ça. Non mais c'est vrai, c'est vrai que c'est catastrophique. Les comportements sont... Mais attendez, c'est pas un bad boy. Un bad boy, comme le disait très justement Jean-Christophe Couvi, c'est ceux qui arrivaient à attirer mieux les filles que nous à l'époque, parce que les mecs la jouaient, roulaient des mécaniques et savaient se faire respecter. Qu'on ne dise surtout pas qu'Emmanuel Macron se faire respecter par le régime militaire algérien. Comme l'a dit, c'est un paillasson. Nous sommes un paillasson pour eux, mais ça a commencé avant même qu'il fût président. Rappelez-vous quand il va à Alger cracher sur la France en disant qu'on a commis un crime contre l'humanité avec l'Algérie en la colonisant. C'est d'ailleurs bizarre parce que le même Emmanuel Macron
quelques années plus tard, a dit aux Pieds Noirs qu'ils avaient eu un grand rôle pour l'Algérie. Alors, faut savoir, soit la colonisation c'était positif, soit c'était un crime contre l'humanité. Ou alors, ça peut être entre les deux. D'accord ? Mais avec l'Algérie, Emmanuel Macron n'a fait que se coucher. Et on rappelle que Christophe Glaise est toujours là-bas. Absolument. Voilà, c'est important de J'ai le écouté dire. le timbre de voix changeant de Philippe David quand il est en colère. Vous avez remarqué, il monte en octave. Je vais m'inquiéter 2 fois d'accord avec lui lors qu'est-ce qui de se passe ? l'émission. C'est étonnant. C'est que vous progressez, c'est bon signe. À votre place, je m'en satisferai. Quand il est en colère, Philippe David, il devient tout rouge. Ah là. ouais, c'est- Super c'est- tomate. Ouais. Super tomate. Ça lui va C'est tellement vrai, hein, bien. C'est la sortie au micro. C'est vrai. Du coup, c'est plus où est le micro. Et- Non, je rigole. Merci, merci beaucoup, messieurs. Et puis, oui, on a une pensée pour Christophe Glaise, bien entendu, sûr, ouais. qui est toujours là-bas. Allez, le bon Flavio. Toujours disponible ? Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. J'ai pas de temps à perdre, c'est enculé. Et voilà, c'est toujours aussi sympathique. Au bon accueil, bonjour avec Flavio qui est avec nous. Bonsoir Flavio. Flavio, vous êtes là ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Comment ça va aujourd'hui ? On a encore déniché un génie peut-être ? Un génie, je sais pas dans quel sens le génie on doit le placer, mais en tout cas on a quelqu'un qui vend un caddie Ikea. Voilà, Voilà. c'est le titre de l'annonce. Voilà. Et donc s'il le vend, c'est qu'il lui appartient, c'est ça ? Sûrement, j'espère en tout cas, enfin j'ai un doute, mais bon après la fête nous le dire. Bon, on va écouter. Allô ? Ouais, bon, je vous appelle pour le caddie Ikea à vendre sur le Bon Coin. Toujours disponible ? Oui, toujours en vente. Ouais. Je voulais savoir, vous l'avez eu par quel moyen ? Comment ça ? Comment ça se fait que vous avez un caddie Ikea à vendre ? Parce que ça fait longtemps que j'achète chez Ikea, c'est pour ça. Ouais, j'ai pas compris. Un jour, j'ai acheté des meubles, ils m'ont dit, vous pouvez prendre le caddie et ramener des cartons dans le camion, c'est tout simple. Mais je comprends pas le rapport avec le caddie. Ils m'ont dit, je pouvais le prendre, donc voilà, je l'ai pris. J'ai mis le caddie et les meubles dans le camion, c'est pour ça. Ils vous ont dit ça pour les cartons, pas pour le caddie. Ils vous ont dit de prendre le caddie pour mettre les cartons dans le camion, pas le caddie avec. Je sais pas, je pensais que c'était un cadeau de fidélité ou quoi, c'est tout. C'est pour ça. Ouais, bon. Compliqué sacrée histoire, ouais. Ok, je vois. Bon, bah, je vous rappelle si jamais ça m'intéresse, hein. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, bonne journée, au revoir. Ah, mais vous ne vous aviez pas tout dit. C'est un cadeau de fidélité, bien sûr. Ça est le caddie. Il est gratiné, le mec. Ah, mais ils sont sympas chez Ouais, Ikea. Franchement, vous achetez des meubles et ils vous offrent un cadeau de fidélité, un caddie. Vous connaissez pas la promo, un meuble acheté, un caddie offert. Flavio, tu vas pouvoir faire un rouzou. C'est qui caddie C'est qui caddie, en fait, c'est la bien. personne, on lui dit, tu prends la porte, s'il te plaît. Donc Voilà, le mec, il sort, il prend la porte. Il prend la porte, exactement. C'est Dans ça. ces cas-là, la porte va être hors de ses gonds. C'est pas marrant. Mais moi, je vais aller, quand je vais faire mes courses, je vais garder le caddie. C'est un Il y en a cadeau. quelques-uns qui le font, ça. Ah bah, c'est un cadeau. Mais Bah, alors. il n'y a plus l'histoire de la pièce. Mais c'est même pas la fête, vous mettez un jeton qui vaut rien, donc c'est bien on perdait 2 euros. Il y a longtemps, vous êtes pas allé, Philippe Bilger Ouais, je vois qu'il fait pas ses courses très Oui, souvent. Philippe Bilger, le supermarché, c'est rendez-vous en terre inconnue. Là, s'il y a des boîtes de production qui cherchent, vous mettez Philippe Bilger dans un supermarché. Alors là, c'est comme si vous mettiez un type qui n'a jamais mis les pieds dans la jungle, en plein milieu de la jungle, ça va faire le même Il m'est effet. arrivé d'aider à pousser le chariot. Oh, mais bravo! Mais quel talent! Incroyable! Il est sélectionné. Hein. Philippe, vous êtes un héros. Un héros. Ah non, Du mais je vous le dis. quotidien. Bah oui, un héros du quotidien, bien entendu. En tout cas, mon cher Flavio, super. En tout cas, voilà, c'est encore une belle trouvaille aujourd'hui, hein, à retrouver en podcast sur Sud Radio, bien entendu, et sur votre compte Insta, le bon Flavio. Et on se retrouve demain. Et comme on dit. Vivement demain. Eh ben justement, vivement demain. Et vivement dans quelques instants avec le coup de gueule de Philippe j'allais dire Philippe d'hiver. Et d'été, d'hiver et d'été. Les fonctionnaires, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Ah ben voilà, c'est ça. Et dans un instant, le journal, juste après la météo. Et le coup de gueule de Philippe David. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de
cette table la justice, la police et un hors-la-loi Philippe David. Je vous alliez dire un intellectuel. Non, non. Je ne veux pas mentir aux Français. Pourtant, Philippe Bilger n'a dit que du bien de moi pour une fois depuis le début. Oui, mais parce que je lui ai dit, dites un truc au moins positif une fois par semaine. C'est tombé le lundi. Allez, on a dit 2. Oui, comme ça c'est fait pour la semaine. Bon, alors, est-ce que la 3e sera la bonne? Oh là là, attention, ça fait quand même très fort tous les deux. Ouais. En tout cas, Jean-Christophe Couvi est avec nous, Bruno Pomar et Philippe Bilger. En attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris ? Parce que c'est dans cet arrondissement que se trouve tant le ministère de la fonction publique que le siège des Républicains et que, concomitamment, la synthèse des deux est à l'origine de ce coup de gueule. En effet, dans Le Monde publié samedi, un article est sous-titré « Le président des Républicains, Bruno Retailleau, tout juste désigné candidat à l'Élysée par les adhérents de son parti, compte supprimer au moins 200 000 postes dans la fonction publique s'il est élu en 2027, le titre étant « Présidentiel 2027, le vieux refrain du trop de fonctionnaires ressurgit à droite ». Et je dois dire que cette logique ne me satisfait pas, ce qui va peut-être vous surprendre. Un des problèmes majeurs de la France est sa dépense publique. Une dépense publique qui n'est pas due uniquement, et loin s'en faut, au nombre de fonctionnaires. La preuve, le régalien est à l'os. Vous portez plainte car vous êtes victime. On classera dans nombre de cas sans suite, faute d'enquêteurs et de places de prison. Faut-il moins de policiers, de gendarmes et d'agents pénitentiaires ? Non, il en faut plus, beaucoup plus. Vous passez des heures à attendre aux urgences de l'hôpital ou mettez des mois à obtenir un rendez-vous ? Il faut bien évidemment plus de médecins et d'infirmières. Mais beaucoup moins les chargés de tableaux Excel tout en supprimant un maximum d'administratifs. Voulez-vous moins de militaires ? L'armée est à l'os nonobstant les efforts consentis ces dernières années, donc nous avons besoin de plus de militaires. Mais nous avons besoin de beaucoup moins de fonctionnaires territoriaux, de personnes n'ayant pas le statut de fonctionnaire mais vivant sur l'argent des contribuables, comme les personnels des agences d'État ou des associations qui ne vivent que grâce aux subventions attribuées au copinage. Voyez mon coup de gueule de vendredi et au gaspillage multiples et variés. La France a besoin de moins de dépenses publiques, mais pas avec moins de fonctionnaires, mais surtout avec mieux de fonctionnaires. Vous ciblez quelque chose, mon cher Philippe, et c'est mon 3e accord, quelque chose de très important, parce qu'en réalité, lors des campagnes présidentielles, en dehors de l'extrême gauche, il n'est personne qui ne soit prêt à dire il faudrait réduire le nombre de fonctionnaires. Et lorsqu'on demande précisément aux candidats mais vous les enlèverez où ? Ils sont incapables de répondre parce qu'en réalité, comme vous l'avez très bien dit Philippe, on peut en supprimer, mais il faut réorganiser les services à partir de cette diminution. Et vous avez dit moins ou plus ce n'est pas le problème, mieux c'est évident. Ah bah de toute façon, je vais vous dire, plus personne ne veut venir dans la fonction publique maintenant, puisque la problématique, c'est l'attractivité du métier. Donc on voit bien qu'on est payé au lance-pierre. Ça fait depuis les années 2000, on a perdu presque 30% de pouvoir d'achat avec l'euro et l'inflation. Je sais pas si vous vous rendez compte, 30% sur votre salaire, ce que ça fait. Bah nous, on a stagné. D'ailleurs, c'est plus le gel du point d'indice, c'est l'ère glaciaire. Donc aujourd'hui, on vient bientôt voir les dinosaures arriver. Donc en fait, à chaque fois, on tape sur les fonctionnaires. Moi, ce que je vois, c'est que la fonction publique, elle a une histoire, il faut lui donner quand même aussi un avenir. Les gens demandent de plus en plus de proximité, ils en ont marre de parler à des IA, de parler à des ordinateurs, ils veulent voir de l'humain. Non, mais ils veulent voir de l'humain, et le problème, encore une fois, c'est qu'on répond à côté, on fait des slogans. Alors Nicolas Sarkozy l'avait fait, il avait fait la RGPP, François Hollande aussi. Moralité, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait taillé dans la police. Ils ont pas tapé, et puis des années plus tard, on s'est dit mince, il manque de flics. Ah ben vite, il faut remettre des policiers. Il n'y a pas des usines à policiers. C'est-à-dire qu'il faut. Ça prend du temps. Ça prend du temps, surtout oui. Oui, parce qu'il y a une formation, il y a le recrutement déjà, et donc et puis surtout vous avez fermé des écoles. Donc il faut rouvrir des écoles, il faut rouvrir des structures, il faut réattirer du personnel, de formateurs, etc. Et donc en fait à chaque fois on met à côté. Donc encore une fois. Oui, arrêtons de toujours tirer sur la fonction publique. Et je vous signale que les agents publics, avec les salaires, ils consomment aussi. Ils consomment, ils achètent, ils participent à l'enrichissement du PIB en France. Donc voilà, je pense qu'on se plante vraiment de combat.
Oui, mais il y a alors le régalien effectivement à renforcer ou pas, je sais pas, mais à mieux utiliser aussi nos effectifs de fonctionnaires. Alors si je prends que l'exemple de la police, par exemple, le nombre de missions indues que fait la police, alors que la police devrait être là sur le terrain à nous sécuriser, à assurer. Il n'y a pas eu un petit progrès. Oui, il y a eu des avancées effectivement sur les statiques, sur tout un tas de choses. Mais je prends que ce sujet-là parce que je connais un petit peu, mais sur plein d'autres sujets. Et regardez, moi, quand j'étais encore maire de ma petite commune, le nombre de strates que nous avons entre les communautés de communes, les grandes communes, les agglomérations, les métropoles, les régions, les départements. Il y a des doublons partout. Il y a un paquet de gens là-dedans qui voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi une forme chez nos politiques de clientélisme, gauche comme droite, évidemment, et ça continue. Moins, mais ça continue. Donc voilà, on est toujours sur le même sujet, c'est qu'on a toujours plus de fonctionnaires et moins d'efficacité, parce qu'on voit bien que les services publics ne fonctionnent pas parfaitement. Non mais moi, ce que je trouve surprenant, c'est que c'est Philippe Bilger qui parlait des promesses des présidentielles où est-ce qu'on supprime des fonctionnaires. Je vais rappeler 2 chiffres. En 2017, François Fillon promettait de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Vous pouvez vérifier. 500 000. Valérie Pécresse, il y a 4 ans, promettait d'en supprimer 200 000. Mais c'est le truc qui ne veut rien dire. C'est comme si on disait, dans une multinationale, on va supprimer 10 000 emplois, mais on va les virer au petit bonheur la chance, et pas par exemple dans les filiales qui perdent de l'argent et garder ou investir plus dans celles qui sont dynamiques et qu'on peut encore dynamiser. Ça n'a pas de sens. C'est une chose qui n'a pas de sens. Et en revanche, alors là on est entièrement d'accord parce qu'on a un ancien élu local. C'est pour ça que je disais il faut moins de fonctionnaires territoriaux. Le 10 000 feuilles territoriales est tellement indigeste avec les doublons, les triplons, les quadruplons, que là il faut les regarder. Mais je pense que dire aux Français, alors que la justice ne fonctionne pas, il n'y a pas de sécurité, l'hôpital ne fonctionne plus, l'école ne fonctionne plus, mais là c'est pas un problème d'effectif, c'est un problème de méthode et de réorganisation, de plein de choses à revoir. Leur dire on va virer 200 000 fonctionnaires, je me dis que, électoralement, je dirais pas que c'est suicidaire, ça sera aller trop loin, mais électoralement, ça n'a aucune chance d'avoir un impact positif. Mais on entend ça à chaque élection. Mais oui, mais ça n'a pas marché les 2 dernières. C'est peut-être pas une raison de le faire une 3e. Est-ce qu'il faut pas flécher, je reviens toujours sur ça d'un de mes copains qui travaille, je reprends France Télévisions, qui a 12 semaines de vacances. Quand on a des gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont aujourd'hui des fonctionnaires et qui en ont peut-être la moitié, est-ce qu'il ne faut pas redistribuer un peu l'échiquier? On touche rien, mais on touche jamais aux acquis, ma chère Cécile. Mais tu te rends compte un petit peu, on ne touche pas aux acquis. T'as les syndicats qui vont monter au créneau, tout le monde va monter au créneau, parce que tout le monde gratte. Donc effectivement, c'est impossible de bouger tout ça. Est-ce que tu veux qu'on baisse ta retraite? Comment? Est-ce que tu veux qu'on baisse ta retraite? C'est un acquis. Mais moi, tu vas tomber avec moi parce que moi, je suis prêt à faire des efforts pour baisser ma retraite. En fait, j'ai pas de souci. Mais 12 semaines de vacances, monsieur Couvi, 12 semaines de vacances. Mais ça, c'est pas moi qui signe la convention collective. Dans ces cas-là, ils ont qu'à voir aussi un petit peu. Donc il faut réfléchir peut-être sur des gens ou des policiers qui en ont pas assez, ou les médicales qui en ont pas assez. C'est des conventions collectives, donc après, à un moment donné, il faut savoir aussi ce que vous signez, comment vous appâtez le bougeon. Non, mais c'est ça qui est peut-être le nom, mais les réfléchir différemment. C'est pas une convention collective. La convention collective de la radio-télévision, il n'y a pas 12 semaines de congé dans les stations privées. Non. Ça, je peux vous garantir que non. Est-ce que c'est les mêmes salaires? J'en sais rien non plus. Ils sont encore meilleurs. La France Télé, regardez le rapport. Mais moi, je sais pas. J'aimerais bien justement avoir un peu plus de billes par rapport à ça. Mais en fait, encore une fois, ce sont aussi des cotisations. Et surtout, on n'adapte pas. Je me souviens, dans la magistrature, à une certaine époque, il y avait énormément de retard. J'avais suggéré, mais dans le fond, pourquoi on ne travaillerait pas intensément juillet et août? Mais ça a été les provocations que je peux avoir ici sont dérisoires par rapport aux réactions que j'ai eues. Vous avez quoi comme réaction qu'on rigole? On essaye tout de même, me semble-t-il, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Ça marche tout de même. Non. Ah bon? Non, mais ça marche pas. Mais non, parce que la dette publique continue à augmenter, parce qu'on continue à en embaucher dans d'autres secteurs. C'est ça le souci. Il faut tout remettre à plat. Mais par clientélisme. Sans remettre à plat. Mais non, mais par clientélisme, par peur des mouvements sociaux, etc. Bien sûr. Personne n'ose y toucher. Mais vu l'état des finances de la France, je peux vous dire que celui ou celle qui sera élu dans
pile un an, il va falloir qu'il y touche. Sinon, on tombe dans les mains du FMI. Et je peux vous dire que quand la Troïka, FMI, Commission européenne, Banque Centrale Européenne débarque, demandez aux Grecs, ça vous fait tout drôle. Hein. Merci, messieurs. Et nous allons vous offrir un joli cadeau. Et c'est Jean-Christophe Couvi qui va faire le speakerin, puisqu'on dit un speakerin. Un speakerin, pour une fois, je distribue pas des PV, vous voyez. Et pas des baffes. J'étais baffologue aussi avant. Distribuez donc de l'amour et du bonheur. Alors, attendez. Choisissez une voix quand même. Je vais garder ma voix. Il faut que je m'assume. Une voix, oui, c'est votre voix, mais mettez du cœur. Bon allez, c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner vos entrées pour 2 personnes à PortAventura. Profitez de plus de 40... PortAventura. Hein ? PortAventura. Profitez de plus de 40 attractions et spectacles quotidiens à PortAventura Park. Et cet été, découvrez la nouveauté. Une aventure familiale au cœur de la jungle polynésienne. C'est beau ça. Envoyez dès maintenant Sud, sans difficulté, SUD, au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort. Et bonne chance. Essayez-vous Philippe Bilger pour voir, parce que Philippe Bilger, il y a un truc. Il y a un truc avec Cécile de Minibus. Regardez. Il y a du style. Allez-y, Philippe. Non, c'est pas ça. Non, c'est de l'autre côté. C'est ce que j'avais là. La région alsacienne. Allez-y. C'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner vos entrées pour 2 personnes à PortAventura. Profitez de plus de 40 attractions et spectacles quotidiens à PortAventura Park. Et cet été, découvrez la nouveauté, une aventure familiale au cœur de la jungle polynésienne. Envoyez dès maintenant SUD, au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort. Bonne chance. Et voilà, les deux. Bravo les amis, bravo. Alors pour bien le connaître, c'est un parc exceptionnel avec des attractions exceptionnelles. Il y en a une que j'adore, 4 chutes de 100 mètres. On tombe sur 86 mètres, on est freiné en 14 mètres, ça s'appelle le Huracan Condor. La sensation est géniale. C'est où? Juste au sud de Barcelone, c'est à Salou. C'est canon. Salou, c'est entre Barcelone et Valence. C'est un très joli cadeau. Donc vous avez bien entendu, Sud, SUD, au 7 20 18. Et voilà, vous laissez un message. c'est... Et on vous rappelle. Raide comme la justice. Mais pas du tout. Allez, dans un instant, les amis. Non, c'est bon, les amis, dans un instant, on va nommer un ministre et ce sera le ministre de la Santé, puis après ce sera le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Philippe David, Cécile de Minibus. Et malgré vos annonces de dire est-ce qu'on est vraiment obligé de prendre Jean-Christophe Couvi, est-ce qu'on est obligé de prendre Bruno Pomar, est-ce qu'on est obligé de prendre Philippe Bilger, Philippe David, oui on est obligé, qu'est-ce que je vous dise, c'est pas mon choix, si ça avait été mon choix j'aurais fait venir d'autres pour personne, mais bon. C'est l'intégration, ça s'appelle. Voilà, c'est ça, mais on m'oblige. Ou le quota Cotoret pour mettre ça dans mon cas. On est tous mannequins chez Jacques Desange. Et d'un autre côté ils m'ont pas choisi non plus, donc comme ça au moins personne c'est reconnu. Non, on vous aime, mes petits chats autour de cette table avec ce numéro de téléphone. Et au 0800. Oui, vous connaissez. Ce qu'on aime en fait. Oui, c'est ce qu'on aime. 0826 300 300, Zach est avec vous. Et tout de suite, et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et en cette journée de lundi, c'est une ministre de la Santé qui est avec nous. Bonsoir, Madame la ministre. Béatrice. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va très bien. Bien. Merci. Alors, ma chère Béatrice, ma chère Madame la Ministre, quelles sont vos propositions pour des parlementaires, par exemple, autour de cette table? Alors, moi, ma réforme pour des prises de fonction, ça serait de pallier au manque de soignants. Oui. Et mon idée, en fait, c'est d'allonger la durée de carrière des infirmières. Aujourd'hui, le constat en fait qu'on fait en milieu hospitalier, c'est que l'infirmière ne reste pas si longtemps que ça en place. La durée de vie d'une infirmière aujourd'hui, c'est entre 8 et 10 ans. Et moi, j'aimerais faire passer cette carrière sur une période un petit peu plus longue, entre 12 et 20 ans. D'accord. Alors voilà, donc ma réforme, je l'intitulerai carrière infirmière durable, avec différents axes. On sait qu'aujourd'hui un parcours de carrière est non linéaire pour une infirmière,
Et moi, j'essaierai de mettre en place des rotations obligatoires et choisies. C'est-à-dire que d'alterner des services intenses et soutenables. Par exemple, les urgences, passer après sur un service beaucoup plus calme, voire derrière une coordination, un retour terrain possible par la suite. L'idée étant d'éviter l'usure continue d'une infirmière en milieu hospitalier. Ouais. Alors, mon cher Philippe Bilger, cette proposition... Non, allez-y. Je trouve cette ministre de la Santé est pleine de bon sens et je vais me permettre de lui poser une question sur laquelle je crois il y a une sorte de consensus. 30% de personnel administratif dans les hôpitaux au détriment des actifs. Comment vous pourriez remédier à cela, à votre avis, Madame la Ministre ? Alors, aujourd'hui, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Ça, je ne vous apprends rien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de soulager justement cette partie administrative avec l'arrivée de l'IA dans l'hôpital ? C'est une question. Pourquoi pas, mais vous souhaitez garder plus longtemps les gens dans les carrières administratives, mais on voit bien d'ailleurs que on fait plus carrière, que moi-même j'ai fait dans la police, 35 ans dans la police, on voit bien que même maintenant dans la fonction publique, les gens ne restent pas. Font 5-10 ans, c'est très très court. Avant, on restait une vie entière dans la fonction publique, que ce soit la santé, la police ou tout ce qu'on peut imaginer. Comment vous faites pour les retenir ? Alors, il y a la partie salariale aussi, peut-être à mettre en... Un détail, mais... C'est un détail. Les conditions de travail, oui. Exactement. Valoriser l'expérience, je pense que c'est pas qu'une symbolique. Prendre en charge aussi la notion de service difficile, que par exemple les urgences et la réanimation. Et puis essayer de fidéliser en fait l'hôpital. Sur la notion, plus on reste, plus ça vaut le coup de rester. Voilà. Non mais allez-y, Philippe. Non mais je pense que c'est vraiment intéressant parce que il faut revoir de A à Z la politique de l'hôpital en particulier, qui est complètement folle. Mais il faut revoir de A à Z la politique de santé. Non mais excusez-moi, quand vous pensez que des technocrates ont décidé que s'il y avait moins de médecins, les gens iraient moins chez le médecin. Moi, je vais pas chez le médecin par plaisir, vous non plus, Cécile. Non. J'y vais quand on y va tous quand on a un pépin. Non, je plaisante. Non, mais on y va quand on a un pépin de santé ou un petit truc à contrôler. Mais c'est vraiment tellement aberrant. Moi, je me souviens à Toulouse, 6 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Ouais. Et Toulouse, c'est la 4e ville de France quand même. C'est pas une petite ville perdue au milieu de nulle part. Pas du tout. Donc il faut encore, mais vous voyez, c'est comme la fiscalité. Il faut tout remettre à plat sur la politique de santé, comme sur l'éducation, il faut tout remettre à plat. On est au fond de la piscine, maintenant, il faut mettre un grand coup de pied au fond de la piscine pour remonter à la surface, et dans tous les domaines. C'est une bonne solution. Hein. C'est pas gagné, surtout. Bon coup de talon, et c'est ça. Oui. Merci beaucoup, ma chère Béatrice. Mais je vous en prie, avec plaisir. Merci, Madame la Ministre, en tout cas, d'avoir endossé ce jeu avec autant de talent, comme beaucoup l'ont fait depuis le début. En tout cas, à très bientôt. Et tout de suite, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Quoi ça veut dire quoi? Alors là... Non, je me méfie de Philippe Bilger. Mais il est trop bon. Vous pouvez. Je le vois qui me regarde avec un sourire qui en dit long. Qui c'est qui l'a dit? En 2027, je ne ferai pas la campagne de Bruno Retailleau, je ferai la campagne de ceux qui veulent rassembler. Wauquiez. Non, c'est un ministre. Un ministre. Ministre Tabarot. Qui n'a pas sa langue dans sa bouche. Le maire de l'Aïle-les-Roses. Oui, bonne réponse. Vincent Jeanbrun. Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, qui était ce matin sur Sud Radio. Qui c'est qui l'a dit? Personne ne peut croire qu'une fillette fait le choix de se voiler. Ça lui est imposé. Retailleau. Non, Attal. Oui. Bonne réponse de Philippe. J'ai deux amours d'un coup, Retailleau et Attal. Qui c'est qui l'a dit? Nous vivons aujourd'hui dans un grand magasin. Des pans essentiels de notre vie nous échappent. Ça pourrait être Vallot, ça. Bonne réponse. Le président Boris Vallot. Qui d'ailleurs veut de la démarchisation, mais qui vend son livre à 19,90 €. Oui, et qui gagne très bien sa vie. 595 €, Maryse. Qui c'est qui l'a dit sur le pétrole, sur l'essence? Si le conflit dure dans 6 mois, il y aura une répercussion sur les produits emballés, préservatifs, bouteilles de lait, sacs poubelles, bouteilles d'eau. Leclerc. Bonne réponse de Bruno Pomar. J'étais ce matin avec lui. Qui c'est qui? Bah, ça va.
Je me la pète comme il frise. Je me la pète un petit peu, mais écoutez, excusez-moi, j'ai une journée très bleu, le pétrole là. Qui c'est qui l'a dit? S'il y a 15 candidatures à gauche, le roi du cimetière sera Jean-Luc Mélenchon. Tondelier. Bonne réponse Tondelier, de secrétaire Philippe national des écologistes. Qui c'est qui l'a dit? C'est une politique de l'amour que nous mènerons. Comprendre l'autre, le jeune qui doute, le travailleur mis au rebut ou pas reconnu. C'est un candidat. Bonne réponse de Philippe Bilger. François Ruffin, député debout. Qui c'est qui l'a dit? On s'attend à ce que Donald Trump truque les élections. On est dans un état de guerre civile virtuelle aux États-Unis. C'est un ancien ambassadeur qui est très suivi sur Twitter. Bonne réponse en même temps là. Non, c'était en même temps. Philippe, arrêtez. Non, là c'était en même temps. Philippe, j'allais dire. Ouais. Donc, c'est, puisque nous n'avons pas entendu, Gérard Haro, qui est ancien ambassadeur de France à Washington. Qui c'est qui l'a dit? Bizarrement, au Mexique, il n'y a pas de Tour de France. C'est une personnalité qui célèbre ses 73 ans aujourd'hui. Hinault? Non, la femme d'un homme très connu, un philosophe. De Villiers, non. Un philosophe. C'est Ariel Dombal. Bonne réponse. Et bien là, vous voyez, vous avez la bonne réponse. Ah bah oui, parce qu'elle est de là-bas. Hein. Bah oui. C'est un grand-père. Et la dernière question, qui c'est qui l'a dit? Je n'ai jamais cherché à renommer la renommée ni la gloire. Un très grand entraîneur de football disparu il y a 6 ans aujourd'hui. Ah, de Lyon. Là. Non. Un grand du rival de Lyon. Des Verts. Un grand entraîneur. Oui, des Verts, ah oui. Herbin. Bonne réponse, Robert Herbin. Robert Herbin. Il était temps, mon cher Jean-Christophe. C'est sur le fil. C'est l'histoire de ma vie. Visiblement, il pourrait être commentateur. The winner is Philippe. Eh bien, the winner is Philippe Bilger, avec 6 points, devant Bruno Pomar, 3 points, et Jean-Christophe Couvi, 1 point. Je crois, mon cher Philippe Bilger, que c'est une déculottée que vous venez de leur infliger. Oui, mais il adore ça. Non, mais le pire, c'est qu'il voulait en plus récupérer un point en totalité, et il était prêt à me l'enlever. C'est ça. Non, mais bon, j'ai été choqué. C'est qu'il a failli dire quand même que j'étais un truand. Vous avez remarqué, il s'est retenu en dernière minute. Parce que Cécile a imposé une courtoisie absolue. La prochaine fois, on se retrouvera au tribunal. Pour injure. Bien sûr, il faut attaquer. Mais comme dirait Bruno, truand, c'est une forme de constat. On n'a pas la bad boy. C'est un bad boy, c'est un bad boy. Et on reviendra sur cette 5e tentative d'assassinat en 10 ans. Donald Trump évacué après une fusillade lors du gala avec la presse, avec cette question du jour, Philippe. Les attentats contre les présidents américains sont-ils dus à la culture des armes à feu? Eh bien, vous dites non à 67%. Alors pour vous, c'est dû à quoi? Venez nous le dire au 0826 300 300. À tout de suite, les amis. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Que tout va bien, ça va Philippe David? Ça va très bien, on a un trio de choc. Je me fais limite insulter par Philippe Bilger, et à part ça... Pas du tout, pas du tout. Vous avez dit que vous êtes zin, vous pensiez quoi? Oui, non, mais 3 fois, j'ai été en accord avec vous. Oui, mais si vous appelez une insulte... Donc vous pétez un câble dès qu'il y a qui c'est qui l'a dit, c'est ça le message. Non, mais Pourquoi être aussi vindicatif, Philippe David? Mais vous êtes zin? Oui. Vous êtes zin? J'ai arrêté. Je suis du côté de Philippe David parce qu'à un moment donné, il a failli le traiter de truand. Oui. Et je voudrais quand même le chaud dire. quand même. Il faut le dire. Vous connaissez Bruno, c'est vrai aussi. C'est une sorte de leader. Mais pour un homme de justice, il a peut-être des dossiers pour dire ça. Oui, c'est ça. Exactement. Tout ça n'est pas par hasard, monsieur. Et après, il ose dire que Bad Boy dans ma bouche, c'est tout trancier, voilà. Des fois, avec les oreilles, c'est Bad Bunny, quoi. Mais il sait même pas qui est ce. Si, Bunny, bien sûr, le lapin. Ah ouais, d'accord, donc il sait pas qui c'est. Ah voilà, c'est ça. C'est un chanteur en fait. Ah bon? Bon mais bon, Bunny, c'est effectivement le lapin, mais bon, c'est un chanteur. Entendu parler de Bunny. Si, portoricain. Ce qui vous date peut-être, Philippe David. Je vous ferai écouter. Vous me ferez écouter, vous. Allez, soyez les bienvenus. Tout de suite, c'est la question du soir. Aux États-Unis, le tireur de ce week-end à Washington doit comparaître aujourd'hui. On en sait plus sur son passage à l'acte. Cole Thomas Allen, professeur de 31 ans, avait réservé une chambre dans l'hôtel Hilton où se déroulait l'événement. Armé d'un fusil à pompe, d'un pistolet et de plusieurs couteaux, il avait dressé la liste de ses victimes potentielles dans une note manuscrite laissée dans sa chambre. Les responsables de l'administration, ils sont des cibles. Les agents des services secrets, ils ne sont ciblés qu'en cas de nécessité. La sécurité de l'hôtel,
pas des cibles, sauf s'il me tire dessus. L'homme, âgé de 31 ans, ingénieur, sans casier judiciaire et protestant, ne cite pas la religion comme motivation dans son texte. Peu importe d'où il vient, si une personne est déterminée à faire le mal, elle trouvera les moyens de passer à l'acte. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est sur ces tirs au gala de la Maison-Blanche, ces attentats contre les présidents américains sont-ils dus à la culture des armes à feu, Philippe ? Eh bien, vous dites non à 66% sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et direct à Suresnes, dans le 92, avec Emmanuel qui est avec nous. Bonsoir Emmanuel, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Merci de me donner la parole. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je pense que en fait, bien sûr, il est facile d'avoir des armes aux États-Unis. Il y a une culture des armes, etc. On a été un peu habitué à les sortir un peu de n'importe quand. Mais je pense que là, il y a le signe et l'indication de quelque chose d'autre. À mon avis, la manière dont les médias pro-démocrates, dont les démocrates vraiment font de Trump un personnage ignoble, un type horrible, un dictateur, un nazi, un type à abattre, et évidemment, ça crée des vocations et les gars qui essayent de le tuer ou tuer des gens de son entourage s'imaginent certainement qu'ils passeront dans l'histoire comme des héros et que peut-être qu'ils feront jamais 30 ans de prison, mais seulement 10 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, moi, c'est mon intuition, mon sentiment, c'est que ces gens croient, qui sont des gens, des inconnus, croient qu'ils vont passer à la postérité comme des héros. Il y a certainement dans ce que dit notre ami Emmanuel, quelque chose de vrai. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que 2 jours avant l'attentat, un humoriste qui avait beaucoup de succès aux États-Unis s'est moqué de Melania Trump en disant qu'elle avait l'aura 2 jours avant d'une veuve au futur. Donc elle a réagi vigoureusement après l'attentat. Mais je ne crois pas que les armes, pour répondre à la question de Sud Radio, soient la question fondamentale. Il y a la violence autour, il y a le fait que Trump, d'une certaine manière, n'a jamais été un tiède dans le débat public. Et je termine là-dessus parce que j'en parlais tout à l'heure avec Bruno avant d'arriver sur cette émission. Eh bien, il est impressionnant, Trump, il faut le reconnaître, de maîtrise et de sang-froid à chaque fois qu'il est victime d'un attentat. C'est absolument remarquable, comme si là, il était confronté à un réel qu'il est obligé d'affronter. Il ne peut pas dire « je suis le meilleur », comme il le dit assez régulièrement dans le domaine de la vie politique, et donc je suis impressionné par cela chez lui. Ouais, c'est véritable. C'est vrai qu'il a un côté un peu bulldozer, effectivement, et on l'a vu à travers les 4 tentatives d'attentat qu'il y a eu sur lui, quand même, c'est pas rien. Dont un où il a failli quand même y passer. Où il a été touché. Il a été touché, ouais, tout à fait. Mais on l'a vu encore sur cette dernière scène où on le voit rester figé à regarder ce qui se passe pour essayer de capter quelque chose. Et les gars du Secret Service qui lui disaient à un moment donné, allez, on y va. Bon, ils l'ont quand même évacué très rapidement. Mais c'est vrai que le personnage est quand même impressionnant. Mais je crois que, encore une fois, la culture des armes aux États-Unis, c'est depuis la nuit des temps. Donc c'est pas un souci. Mais je pense que le problème, c'est qu'on a de plus en plus de gens, et on le vit en France au quotidien, avec les attaques au couteau, avec tout ce qu'on peut imaginer, de gens qui sont complètement psychologiquement déstabilisés et qui trouvent évidemment des cibles. Et Trump est une cible privilégiée parce que il a ce côté arrogance, violent, etc., qui évidemment, aussi. Provocateur qui effectivement peut permettre à des individus, et ça a été le cas là, de passer à l'acte. Le gars est ingénieur. De la part d'un démocrate cultivé. En plus, le gars est ingénieur. On n'a pas affaire normalement à un gars, un pauvre type paumé, non, c'est un ingénieur qui avait reçu un prix peu de temps avant. Donc on se dit comment le gars il passe à l'action, c'est ça. Ce qui est marrant, entre guillemets, c'est qu'il a fait la note de qui pouvait tirer, sur qui pouvait tirer, pas tirer, etc. Non mais même, je veux dire, c'est l'ingénieur là qui met en priorité sa façon d'intervenir. Après, alors la société américaine, les États-Unis se sont créés dans la violence. La conquête de l'Ouest, c'est pas avec des pâquerettes et des roses. D'ailleurs, regardez la série 1883, je la trouve fantastique. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on tue des Indiens, on se tue entre nous. Il y a pas de shérif. Ça met des années avant. Enfin
voilà, on sent. Et puis alors, quand on regarde, parce qu'on fait le listing des présidents américains qui sont décédés, il y en a eu 4. Hein. Il y a eu Lincoln, Garfield, McKinley, JFK, Reagan. J'étais gamin, mais Reagan blessé. Quand on regarde la France, quand même, on a Sadi Carnot, Paul Doumer qui ont été assassinés. Oui. Ce qui n'est pas rien. Chirac et De Gaulle. N'oublions pas deux rois, Henri III et Henri IV. Chirac et De Gaulle qui ont failli passer aussi entre l'attentat du Petit Clamart et les Champs-Élysées. Rappelez-vous, quand même, on a tiré sur Chirac et Macron qui a pris une baffe. Donc, je veux dire, dans ces cas-là, on dit quoi? Alors, en France aussi, on a la culture du fusil, on a la culture de quoi? Non. Je pense que c'est surtout, effectivement, des esprits qui sont chauffés à blanc. Et aujourd'hui, on le voit dans cette société qui est vraiment polarisée. On polarise les gens les uns contre les autres. Et en fait, les esprits un peu dérangés passent à l'acte. Et ça m'inquiète. Ça inquiète aussi. Je veux dire, vous allez voir l'année prochaine la tension qu'il va y avoir sur les présidentielles. Je peux vous dire que j'ai une pensée pour mes collègues du SDLP parce qu'ils vont voir du boulot. Allez, Flavie est avec nous, mais juste avant, Philippe David, bougez pas, Flavie. Bonjour. Alors, ce qui est de fou, c'est qu'on parlait du niveau d'études de celui qui a tenté de tuer Trump il y a 2 jours, mais rappelons-nous quand même que l'attentat qui a failli tuer qui est passé très peu d'un président, c'était l'attentat du Petit Clamart, et que Bastien Thierry était polytechnicien et diplômé de super-héros de mémoire. Donc c'est pas le niveau d'études qui fait que quelqu'un commet un attentat ou pas, soit dit en passant. Flavie est avec nous de Apt. Bonsoir Flavie, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à tous. On vous écoute. Écoutez, la plupart de ce que je voulais dire a été dit. Effectivement, c'est pas parce qu'on a une culture des armes qu'on est forcément qu'on passe forcément à l'acte. Moi, j'ai grandi dans les armes. C'est pas ça qui fait que demain et j'aurais pu jeune. J'avais des tas de raisons qui auraient pu faire que j'aurais pu prendre une arme et puis tirer sur quelqu'un. Mais je l'ai jamais fait. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a une réflexion qui se fait chez la personne qui prend la décision et qui passe à l'acte. Peu importe. Non, mais ce qu'on dit, Flavie, c'est peut-être qu'aux États-Unis, c'est plus simple, effectivement, d'avoir des armes qu'en France, où alors il faut. Acheter une arme aux USA, c'est très facile. Alors écoutez, quand je vois le nombre de Kalachnikov qui se promènent en France, c'est vrai. Je suis pas sûre. Sûr. Oui, je suis là. Non, mais la différence, c'est qu'en France, on achète une arme illégalement, une Kalachnikov. En revanche, aux États-Unis, on l'achète de manière totalement légale. Sa carte d'identité. Non, mais en France, vous achetez une arme légalement. Il suffit de vous inscrire dans un club de tir, faire du tir. Vous êtes tireur 6 mois et puis hop, terminé. Mais aujourd'hui, vous discutez avec les standistes, enfin les gens qui ont les stands de tir, ils vous disent qu'ils sont débordés, ils refusent. Tout le monde veut acheter une arme aujourd'hui. Ça dénote aussi une société qui a envie de se surarmer parce qu'elle n'a plus confiance dans l'État. Qui veut se protéger. Mais moi, je crois que c'est quand même un peu ahurissant là dans le cas du gars qui a voulu faire l'attentat contre Trump, c'est qu'il est arrivé armé de couteaux, d'un fusil à pompe, d'un pistolet. Enfin, on voit là évidemment que c'est un gars qui avait aucune formation militaire, parce que on part pas au combat avec un bazar pareil, quoi. J'insiste tout de même, ça paraît dérisoire par rapport aux précédents auteurs. On a un démocrate évolué qui a une formation universitaire. Tout de même, ça montre à quel point la violence imprègne même ce qu'on pourrait appeler les élites d'une certaine manière. C'est très préoccupant. Emmanuel, il a sacrifié sa carrière là. Oui. C'est clair. Oui, ça c'est certain. C'est certain. Cherche un professeur. Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que, alors chez nous, quand le président se déplace, il y a une armada autour de lui. Là, c'est open bar. Tout le monde peut rentrer n'importe quand, n'importe comment. Alors, c'est pas autant. C'était pas autant. C'est vrai qu'ils ont annoncé qu'ils allaient renforcer la sécurité. Oui, alors, ma chère madame, vous savez, moi ils l'ont annoncé. Oui. Bon. J'ai pour nature de dire que la sécurité, c'est pas une science exacte. Je peux vous assurer que, et la preuve, on l'a vu avec Reagan, on l'a vu avec le pape, avec tout un tas de très hautes personnalités qui sont... Vous l'avez fait, c'est important de le dire. Surprotégées, oui, tout à fait, oui. En appui avec le RAID et au voyage officiel, c'est pas du tout évident. Il y a toujours une faille, il y a quelque chose qui peut se passer. On l'a vu sur ce qu'on a vu là. J'ai entendu mon ami Christian Proto qui a tapé très fort sur le Secret Service. Le Secret Service a fait le boulot. Pourquoi il a fait le boulot ? Tout simplement parce que le président, le vice-président, et le ministre des Armées et tous les autres ministres qui étaient là
sont sortis vivants. Point final. Donc pour eux, la mission est effectuée. Vivant et pas blessé. Voilà. Et s'il y a des problématiques, évidemment, d'organisation générale, là, c'est un autre sujet. Il va y avoir un retexte, un retour d'expérience, qui va permettre peut-être, effectivement, d'éviter la prochaine fois qu'il y ait de tels problèmes. Mais là, effectivement, on avait affaire à un dispositif particulier, puisqu'on était dans un centre privé, c'est un hôtel privé, où on était obligé de s'accommoder de la clientèle qu'il y avait. Alors, est-ce que le criblage a été bien fait avant ou pas? On va le savoir à travers l'enquête. Il ait pu tirer avant d'accéder, tout de même, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y avait mais Philippe, il a passé le premier, il y a plusieurs filtres. Le premier filtre, il a passé, effectivement. Vous avez vu tous les gars qui ont sorti les armes, il y a eu des coups de feu de tirés, il y a des angles de tir assez particuliers, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu des coups de feu en rafale de tous les côtés, parce qu'il y aurait eu des morts de la part du secret service, mais le gars a été interpellé. Moi, c'est le résultat qui m'intéresse. Après, qu'il y ait des failles, il y en a toujours. Le gars est vivant, tout le monde est vivant. C'est qu'un gars qui a décidé de se sacrifier et qui est un peu malin, est toujours très dangereux. Parce que ce genre de gars, lui, de toute façon, pour lui, c'est son retour. Il sait que ce sera fini pour lui avant. Après, donc il est capable finalement de faire des choses qu'on n'attend pas et qui peuvent surprendre les professionnels. Absolument. Mais ce que disait Emmanuel est très intéressant, parce que ça m'a rappelé un parallèle qu'on avait fait entre deux attentats. L'attentat qui avait tué le commandant Massoud juste avant le 11 septembre 2001, avec la caméra. Le terroriste était prêt à se sacrifier parce que c'était son idéologie et ça lui a posé aucun problème. Mais quand on avait fait à l'époque, j'avais lu, je sais plus qui avait fait le parallèle, l'attentat contre Hitler du 20 juillet 44, le colonel von Stauffenberg, lui, il a posé la valise et il est parti parce qu'il voulait pas mourir en même temps. Et comme Hitler a poussé ou quelqu'un a poussé la valise, il a été juste blessé. Mais ça prouve que si vous avez vraiment quelqu'un qui est prêt à se sacrifier, là pour les services de sécurité, c'est à mon avis très compliqué. Bien sûr. Alors, quand vous envoyez les images, en fait, au début, le personnage qui fonce, qui arrive en courant d'ailleurs, en sprint. Donc vous êtes en statique, vous discutez parce qu'à un moment donné, voilà, vous n'avez plus de fouille ni rien, donc vous perdez des fois de l'attention, ce qui est normal. Pas parce que vous mettez plein de policiers que c'est plus efficace que vous en mettez que 2 ou 3 qui sont vraiment très très motivés. Mais surtout, c'est qu'il arrive en courant, il a pas pour l'instant, on voit pas une arme qui dépasse ni rien. Et donc en fait, si les policiers tirent tout de suite, mais derrière, c'est eux qui vont en prison aussi. Mais comme en France, on a les teams défense. Non mais moi je vous mets au défi, si quelqu'un court vers moi sur un stand comme ça, le premier truc c'est d'essayer de le plaquer, c'est pas de le dessouder de suite. Je suis désolé. Merci beaucoup, merci les amis, merci Emmanuel, merci bonjour à Suresnes. Non, j'ai porté les couleurs de Suresnes au Mont-Valérien et j'ai des bons souvenirs. Ce que Philippe David disait hors antenne, regardez bien la vidéo, il paraît qu'il y a quelqu'un qui continue à manger comme c'est de rien. Ah oui, j'ai vu une vidéo, des photos, il y en a un qui est assis au fond de la table et il continue à manger tranquillement. Voilà, et les autres ils piquent les bouteilles après de champagne et de vin. Non mais ça c'est incroyable. Il y a des gens qui piquent des bouteilles de champagne. C'est ce que fait Philippe David d'ailleurs quand il va des cérémonies. Merci, je vous en prie. Il les boit sur place. Je ne m'appelle pas Jack Lang. Dans un instant, la petite phrase du jour chez Perico Légas. Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, avec la petite phrase du jour. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dernière ligne droite avec Jean-Christophe Couvi, avec Bruno Pomar, Philippe David, Philippe Bilger bien entendu, avec cette petite phrase du jour. Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, était interviewé ce midi par Perico Légas. Écoutez. Les vraies voix Sud Radio. On a, selon les chiffres de l'INSEE, 10 millions de pauvres en France. Or, la gauche a abandonné la question sociale pour la question sociétale. Au fond, la gauche est devenue féministe, elle est devenue écologiste. Bon, c'est très bien d'être féministe. Moi, je suis pour les 3 filles. Je suis pour qu'on soit féministe. Mais en même temps, elle a abandonné la question sociale, comme si la question de la pauvreté ne l'intéressait plus. Ah, mais alors, moi, permettez ? C'est votre émission, Philippe. C'est la nôtre déjà. Permettez-moi de vous dire une chose, ça me rappelle une phrase géniale de Jean-François Kahn dans un de ses livres il y a 25 ans, où il dénonçait déjà ça, et il avait dit, pour une certaine gauche, peu importe qu'il n'y ait plus d'usine en France, du moment qu'il y a le mariage gay. Mais tout était résumé. Tout était résumé. Regardez aujourd'hui, dans les régions ouvrières, le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, etc., le PS et la gauche ont disparu. C'est le RN qui a gagné les circonscriptions. Dans l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais... la France est soumise à certains secteurs. Alors, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, c'est 100% RN aujourd'hui. Mais parce que la gauche, aujourd'hui, elle parle d'écriture inclusive, etc. Mais ça parle pas aux prolos, désolé de le dire. Le seul qui a pris conscience de cela il y a 1 ou 2 ans, mais c'est pas fulgurant non
plus. Hein. C'est Ruffin qui s'est séparé de LFI à cause de ça. Mais c'est évident. Comment n'a-t-il pas pu percevoir avant que c'était la grande faiblesse de la gauche? Mais parce que l'humain, en fait, ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est l'électorat, c'est qui vote. Et c'est pour ça que la gauche a totalement abandonné le monde ouvrier, on l'a vu. Hein. Et c'est pour ça que le monde ouvrier s'est tourné à un moment donné vers le Rassemblement national, au même titre que dans certains secteurs, avec LFI, qui a su, eux, capter les gens des quartiers, et racisés, évidemment, parce que c'est leur fonds de commerce. C'est, encore une fois, que de la basse politique, en fait. Et ils n'aiment pas les gens, et ils ont abandonné, effectivement, les 10 millions de pauvres que nous avons. C'est 10 millions de pauvres, c'est pas un sujet de gauche ou de droite, c'est un sujet de tous, pour tous ceux qui sont élus en fait. Et qui doivent justement lutter contre ça. Donc en fait, c'est facile de se renvoyer la balle les uns les autres, mais et la droite, alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'elle lutte pas contre la pauvreté? C'est aussi con en fait, j'allais dire. Mais encore une fois, c'est des slogans politiques et derrière tout ça, il y a de la manipulation. Effectivement, il y a des pauvres, il y a 10 millions de pauvres et en fait, on n'arrive jamais à résoudre ce problème-là. Et la vraie question, c'est, on le voit d'ailleurs, on est surendetté, c'est est-ce qu'on continue vers l'État-providence ou l'État-prévoyance? Ça, c'est une vraie question à faire pour la société plus tard, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, même un État-providence, on n'y arrive pas. Donc il faut se poser la bonne question. Comment on fait? Comment on change les choses? Comment on améliore? Comment on cible? Et comment on fait pour justement amener les gens pauvres à leur donner du travail, à travailler? C'est la vraie question. Oui, mais je crois que le vrai sujet, qui est le sujet tabou, qui explique ce que dit Luc Ferry et l'effondrement de la gauche dans les classes populaires, c'est que pour la gauche, il y a deux grands sujets tabous. L'immigration et l'insécurité. Tout à fait. Et surtout, alors là, le tabou absolu, c'est de faire un lien entre les deux. Donc, dans les quartiers populaires, comme ils ont un peu plus qu'un sentiment mais un vécu, faut vous dire qu'aujourd'hui, quand la gauche dit non, tout se passe très bien, l'insécurité, c'est un fantasme, il n'y a pas de problème d'immigration, il n'y a pas de problème de ceci, tout va très bien, Madame la Marquise. Je peux vous dire que dans les quartiers populaires, ils se disent, ces gens-là ne nous connaissent pas. De toute façon, pour les principaux d'entre eux, ils ne dépassent pas toujours le quartier latin et en tout cas jamais le périphérique, sauf pour aller au Club Med. Donc évidemment, ça parle pas aux classes populaires. C'est intéressant de voir comment Mélenchon, d'ailleurs, veut battre le RN sur le terrain de l'identité. Bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, bien entendu, Jean-Christophe Couvi. Merci, Bruno Pomar. Vous allez assister grâce à vous, puisque c'est vous qui avez fait ce très beau lancement. Vous trois, pour ce très beau cadeau. Et c'est Marion qui est avec nous de Ask. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Marion. Oui, bonsoir. Comment ça va, Marion? Très bien, merci, et vous? Moi je suis contente pour vous, hein, je vous le dis. Ouais. Je vous le dis parce que vous avez remporté vos entrées pour 2 personnes à Port Aventura pour profiter des 40 attractions et spectacles quotidiens. Et cet été, vous allez pouvoir découvrir cette belle aventure familiale au cœur de la jungle polynésienne. Et on dit à Marion, bravo. Merci beaucoup. Je suis content d'avoir pu donner un peu de bonheur à Marion. Oui, on ira avec les enfants cet été, ça nous fera vraiment du bien. Merci. Ah ouais, vous n'êtes pas partie en vacances depuis quand, Marion? Depuis longtemps, mais bon, ça fait toujours du bien. Ça fait du bien. Et vous nous écoutez depuis longtemps? Je vous écoute tous les jours. Hein. C'est bien. Une grande fidèle, donc continuez. Merci beaucoup pour vos chroniques. Franchement, ça fait du bien. Merci beaucoup, Marion, de votre fidélité. Et on est très heureux de vous avoir eu en ligne et vous embrasser. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Ils s'appellent comment? Nélio et Zoé. Vous les embrassez très fort pour nous et votre mari, bien entendu aussi, qu'on embrasse. Vous nous enverrez une carte postale? Je vais essayer. Marion. Mais Marion, il y a un truc que vous avez oublié de faire. Oui. Le cri de la joie de Sud Radio et merci, tout ça. Oui. Je pense, sous l'émotion. Mais c'est tout le monde. Allez. À 3, on le fait. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Un grand cri de la joie. Allez-y, criez. Je sais pas, un cri. Merci. Comme si Philippe David partait avec vous. Non, mais on l'a pas bien entendu, Marion. Allez, encore une fois. 3, 2, 1, on y va. Merci. Bien.
On vous envoie du soleil du sud. On vous envoie des bisous. Merci beaucoup Marion d'avoir appelé. Je rappelle que dans un instant, Philippe David, on parle de quoi? On va parler de beaucoup de sujets. On va parler des problèmes d'aménagement dans l'immobilier. On avait le ministre du Logement, les gens qui ne peuvent plus louer parce qu'ils ont trop de travaux à faire. On va parler évidemment de la commission d'enquête parlementaire dont les résultats ne sont toujours pas tombés depuis 14h30. On peut dire que ça dure un peu, je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Et tous les sujets vous sont ouverts. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et à partir de 20h, Magali Berda sera avec nous. On n'en vit pas dans la même France. Un sujet très intéressant ce soir. Le monde politique est-il misogyne? Sandrine Rousseau fera face au député Julien Audoul. 0826 300 300 si vous voulez d'ores et déjà. Et vous pour l'émission de Philippe David. Et deuxièmement pour l'émission de Magali à partir de 20h. En attendant, je remercie tous nos invités aujourd'hui. Merci beaucoup Maxime. Merci à nos 3 Quentin, parce qu'on a 3 Quentin aujourd'hui. Et merci Zach. Et passez une très belle soirée avec Philippe David. Et juste après avec Magali Berda. Salut, à demain.